Bienvenue sur Cambussi TV, je m'appelle Shanice et aujourd'hui on va parler des temps durs de la marque Adidas. Adidas est en chute libre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous n'avons pas actuellement les résultats qu'on aurait dû avoir. Malgré leur collaboration prestigieuse, la marque a perdu des millions de dollars entre 2022 et 2023. Et on pourrait croire que leur échec est seulement dû à la polémique qu'il a eu autour de Kanye West et de la rupture de contrat qui s'en est suivie, ou bien des ventes catastrophiques de leur collaboration avec Beyoncé, Ivy Park, X Adidas. Et pourtant, je pense que le vrai problème qui a mené toutes ces collaborations à l'échec est bien plus profond et dépasse Kanye West et Beyoncé. Et comment ils auraient pu éviter ces catastrophes? Parce que pour moi, c'est en grande partie de leur faute. Déjà, pour comprendre pourquoi Adidas tient autant aux collaborations, il faut remonter dans le temps. Adolf Dassler, surnommé Adi, était un Allemand qui fabriquait des chaussures pour les ouvriers à partir de chutes de cuir de l'armée. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est humiliée et sans armée et décide d'ériger le sport comme outil de redressement moral et physique de la nation. La pratique de la course à pied devient de plus en plus populaire et Adi, lui, il va y voir une opportunité. Il va se spécialiser dans la fabrication de chaussures de running et en 1920, il crée son entreprise et un an plus tard, il va demander à son frère Rudolf de le rejoindre dans l'aventure. Leur entreprise va s'appeler Schuhfabrik Gebrüder Dassler. Leur business fonctionne bien parce qu'ils sont un peu dans les petits papiers du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils ont intégré le parti nazi dirigé par vous savez qui. C'est un peu comme Voldemort, il ne faut pas dire son nom sur YouTube. Ils vont être en fait l'un des fournisseurs principaux en chaussures de l'armée allemande. Mais c'est en 1936 qu'ils vont faire leur plus gros coup marketing, mais aussi le move le plus risqué de leur carrière. Lors des JO de Berlin en 1936, un Afro-Américain qui s'appelle Jesse Owens remporte 4 médailles d'or en pleine Allemagne, qui était alors dirigé par le fameux moustachu qui pensait que la race aryenne était supérieure à tout le monde et il voulait le prouver, y compris dans le sport. C'était un échec puisque c'était un Afro-Américain qui avait gagné. Sauf qu'à ses pieds, ce fameux Jesse Owens portait une paire des frères Adi et Rudolf Dassler. En fait, un petit peu plus tôt, avant les JO, Adi Dassler avait convaincu Jesse Owens de porter des chaussures qu'il avait fabriquées et Jesse Owens avait été totalement conquis par ces chaussures. Ça a été un gros coup de pub pour la marque des frères Dassler, mais c'était aussi très risqué que des Allemands habillent un Afro-Américain selon le contexte historique. Ça va être l'un des placements de produits qui va faire décoller la marque des frères Dassler. Bon, après la Seconde Guerre mondiale, les frères Dassler se séparent parce qu'ils sont en désaccord sur plein de choses. Rudolf a accusé Adi d'être un planqué parce qu'il n'était pas parti faire la guerre et Adi reprochait à Rudolf d'être de plus en plus impliqué dans le parti nazi. En 1948, Rudolf va fonder Puma et Adi, quant à lui, va ouvrir sa propre marque, Adidas, pour Adi Dassler. La ville des deux frères va être complètement divisée en deux camps. Ils vont demander à leurs ouvriers de choisir pour qui ils veulent travailler. Puma d'un côté, Adidas de l'autre. La ville est scindée en deux. Et ça va commencer à être la guerre entre les deux frères. Mais l'un va clairement dépasser l'autre. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 En 1954, l'Allemagne remporte la Coupe du Monde de football et à leurs pieds, ils sont chaussés de basket Adidas. Adidas prend donc une envergure internationale et domine le monde du sport. Sauf que des années plus tard, la stratégie de la marque aux trois bandes va prendre un tout autre tournant. Ils vont se concentrer sur l'aspect beaucoup plus mode et lifestyle. Et cette nouvelle stratégie va leur permettre d'essayer de se différencier d'une marque qui commence à monter de plus en plus, qui s'appelle Nike. Quand on lui demande de raconter l'histoire de la Air Jordan, Michael Jordan dit You know what? The thing is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. All through college, we wore Converse. And up to that point, my favorite shoe was an Adidas shoe, you know. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Adidas rate l'un des plus gros deals sneakers de tous les temps? À la fin des années 60, Adidas domine le monde du sport, mais ils veulent s'implanter d'autant plus dans le basket, qui était alors dominé par Converse. C'était la chaussure portée par la plupart des joueurs. Sauf que Adidas, ils vont arriver avec une solution à un problème qui devient de plus en plus récurrent chez les joueurs. Imaginez vous prendre un ballon de basket sur le pied en portant des Converse. Du coup, ce que Adidas vont faire, c'est qu'ils vont créer une chaussure avec une coque renforcée au bout de la basket, qu'ils appellent shell toe, et qui va permettre aux pieds des joueurs d'être plus protégés pendant leur match. Ça va aussi leur permettre, avec le cuir de la chaussure, d'avoir leur cheville qui est mieux maintenue. Cette chaussure va s'appeler la Super Grip pour la version basse et la Pro Model pour la version haute, et plus tard, on la connaîtra sous le nom de la Superstar.
Les premiers joueurs à adopter la superstar, ça va être Karim Abdul-Jabbar et George Grevin. Par la suite, dès 1973, ce sera presque 75% des joueurs de la NBA qui porteront des superstars. Adidas dominait donc dans presque tous les sports. Là, je vais faire une avance rapide, mais ils ont aussi créé la Stan Smith qui était la superstar pour les joueurs de tennis. Donc clairement, Adidas, ça va être les rois de la sneakers dans les années 70. Mais un raz-de-marée va venir leur couper l'herbe sous le pied. Just a little over the line. Just a shucks, man. I can't do it. Au début des années 80, la marque Nike qui s'appelait alors Blue Ribbons était bien en dessous de Converse et d'Adidas. Ils vont essayer de rafler des parts de marché dans le basket en créant la Nike Blazer. La Blazer, c'est cette paire-là. Je l'avais achetée quand j'étais au collège. J'étais trop contente de l'avoir. Ça va un petit peu marcher, mais ça va pas être suffisant pour détrôner Adidas. 1984 has been a tough year. Our sales are down, our growth is down. Sonny, I brought you in here to grow the basketball business. La première erreur d'Adidas, ça va être de refuser la technologie Air. En gros, Frank Rudy, c'était un ancien ingénieur de la NASA qui avait inventé une technologie qui était inspirée des combinaisons des cosmonautes. Il avait coincé un gaz entre des bulles de plastique. Pour les athlètes, c'était une technologie assez innovante. Ça permettait en fait d'amortir le pied, tout simplement. Frank Rudy, il va proposer son innovation à Adidas parce que c'était les leaders dans la sneakers. Sauf que Adidas, ils vont refuser. Donc Frank Rudy, il va se diriger vers Phil Knight, qui était le PDG de Nike à l'époque et celui qui a créé la marque. Au début, Phil Knight, il va refuser parce que il voit pas du tout l'intérêt. Mais ensuite, il va apprendre que Adidas a refusé et il va se dire par ego, bah écoute, moi je vais accepter. Ça va être la naissance d'une innovation qui va être à l'origine de plein de paires de Nike. Ils vont l'appeler Nike Air. Mais alors la deuxième erreur d'Adidas, vous êtes pas prêts parce qu'elle aura coûté 20 millions de dollars et elle commence dans un bar. Un soir, Peter Moore, designer chez Nike, et Rob Strasser, directeur marketing, prennent un verre dans un bar. À la télé, ils voient Carl Lewis remporter la médaille d'or des JO de 1984 et il est complètement habillé en kappa, donc c'est un gros coup de pub pour la marque. Peter et Rob, ils se disent, il faut qu'on ait un héros pour notre marque. Les gens iraient plus acheter une paire de chaussures qui était associée à un héros de la nation, un héros du sport, plutôt qu'à une équipe sportive. Pendant ce temps, il y a un jeune joueur de basket qui est très prometteur et qui vient de se faire drafter par la NBA. Il s'appelle Michael Jordan. Strasser, le directeur marketing de Nike, était assez visionnaire et il va tout faire pour essayer de signer un deal avec Michael Jordan qui était prometteur, mais ce n'était pas non plus une superstar comme on le connaît aujourd'hui. Michael Jordan, il adorait la superstar de chez Adidas. Il n'avait jamais porté de Nike. Donc quand Nike l'approche avec un contrat, même à des millions de dollars, il va refuser et Nike, ils vont tout faire. Ils vont le brosser dans le sens du poil. Au début, il refuse. Puis finalement, il se dit qu'il peut envisager ce sponsor de Nike. Mais ce qu'il va faire, comme il est loyal à Adidas et qu'il aime beaucoup cette chaussure, il va demander à Adidas de s'aligner au contrat proposé par Nike. Adidas, il ne voit pas du tout de potentiel en Michael Jordan, il refuse. Et c'est comme ça qu'en 1985, Michael Jordan va signer un deal avec Nike. We just signed Michael Jordan! Et ça va être le début de la Air Jordan 1. Mais encore, si tout ça s'arrêtait là, dans leur malheur, en fait, Adidas, ils ont eu un petit coup de chance. La NBA refusait les chaussures qui n'avaient pas de blanc parce que ça ne correspondait pas à leur couleur. La première Air Jordan était noire et rouge, donc la NBA a refusé que Michael Jordan porte ses chaussures pendant le match. Ils étaient formels. S'il portait ses chaussures, c'était une amende assurée. Michael Jordan, il va faire remonter cette info à Nike. La NBA va aussi faire remonter cette info à Nike. Et Rob Strasser, qui était, je vous rappelle, le directeur marketing, va dire à Michael Jordan, porte-les quand même. Nous, on paiera l'amende à ta place. Il va porter la Air Jordan lors de ses matchs. They gave Nike the best publicity ever when they banned the Air Jordan, which only made them hotter. Nike avait tout compris. Non seulement ils avaient une collaboration avec l'un des joueurs de basket les plus connus, les plus forts de tous les temps, mais en plus, ils ont joué sur l'aspect subversif de cette collab, puisqu'ils diront... On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike. Nike 1, Adidas 0.
Mais Adidas n'allait pas en rester là, et on peut dire qu'ils se sont rattrapés et qu'ils ont trouvé leur Michael Jordan à eux. Enfin presque. Suite au succès de la Air Jordan, Adidas se devait donc de remonter la pente, ils n'étaient plus numéro 1. Ils vont élargir leur offre pour proposer des produits un petit peu plus lifestyle et un petit peu plus mode. Et ils vont avoir un petit coup de chance parce que la superstar a dépassé complètement le monde du basket et s'est retrouvée dans les rues de New York, adorée par des gens qui aimaient le skate et le hip-hop. Ça va être un emblème de la culture streetwear de la East Coast. Et il y a un groupe notamment qui adorait la superstar qui s'appelle Run DMC. Donc Adidas, ils vont voir qu'il y a de l'engouement pour leur marque dans le streetwear et ils vont s'engouffrer dedans. En 1990, Adidas et Run DMC sortent un clip où le groupe est totalement habillé en Adidas, c'est My Adidas. Un coup de génie pour Adidas qui vendra ses superstars vraiment comme des petits pains. Ça va devenir une des chaussures les plus emblématiques de la marque. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour illustrer le changement de cap de Adidas et la différence qu'ils vont établir avec Nike. Nike, ils se concentraient énormément sur le sport, sur les athlètes, et même encore aujourd'hui, même s'ils font des collaborations dans la mode, mais Adidas, ils vont vraiment avoir cet esprit beaucoup plus mode et plus lifestyle que Nike. C'est pour ça que quand Nike a refusé de payer des royalties à Kanye West pour la Air Yeezy, Adidas, eux, vont accepter. Nike told me, we can't give you a royalty because you're not a professional athlete. Ça va être totalement du pain béni pour Kanye West qui voulait s'émanciper de Nike. Après tout, Adidas, ils n'allaient pas faire l'erreur qu'ils ont fait avec Michael Jordan une seconde fois et laisser Kanye West à Nike. Ça a été l'un de leurs plus gros coups, comme vous vous en doutez et comme vous le savez, parce qu'avant Yeezy, Adidas se vendait bien, mais alors avec Yeezy en 2016, Adidas, ils vont faire plus de 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Et c'était des paires très appréciées par la culture streetwear. Mais là où Adidas a pêché, c'est qu'ils ont donné énormément d'importance à Kanye West. En fait, il faut savoir que le Yeezy Season 1, c'était à la base une ligne de vêtements et des chaussures. La ligne de vêtements était assez avant-gardiste pour l'époque. Avec nos lunettes d'aujourd'hui, on comprend bien que les Yeezy Season, ça allait être un raz-de-marée, les tons nude, le destroy, la tendance un peu hobo. Mais à l'époque, les gens ne comprenaient pas qu'on puisse vendre du Adidas qui avait des prix de Chanel entre 600 et 3000 $ pour une pièce. Et surtout, ils trouvaient la collection terne et inintéressante. Alors Adidas, ils vont prendre peur, donc ils vont décider que pour le Yeezy Season 2, donc la saison 2, ils ne vont plus soutenir Kanye West pour sa ligne de vêtements, ils vont seulement s'occuper de faire les baskets. Sauf que Kanye West, il est borné comme jamais, il avait sa vision et il savait qu'il voulait faire de grandes choses avec sa collection Yeezy. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord envisager de vendre, de distribuer avec Louis Vuitton, parce que c'était l'une de ses marques préférées, je vous en parlais dans cette vidéo. Mais finalement, LVMH va refuser, je pense qu'ils avaient un peu de flair. Jusqu'au Yeezy Season 3, Kanye West, il va se débrouiller pour trouver un fournisseur turc qui veut bien produire ses vêtements. À la saison 3, ça va prendre parce que Kanye West a un aspect très marketing. Il va faire des fausses paparazzades avec plein de gens, les Kardashians notamment, tout son entourage. On va être matraqué de Yeezy. Donc à la saison 4, Adidas vont accepter finalement de distribuer la collection de vêtements de Kanye. Le problème, c'est que Kanye, il a tellement défendu Yeezy partout, que ce soit ses chaussures, que ce soit ses vêtements, il est très impliqué dans sa marque. Du coup, quand on pense à Yeezy, on pense plus à Kanye West que à Adidas. Yeezy, c'est vraiment le bébé de Kanye. You know, I'm not under Adidas, or Adidas doesn't have me, as we've heard people put it before. Et c'est pour ça qu'il a littéralement fait ce qu'il voulait. Comme lors du défilé de la Yeezy Season 2 où le public s'est mis à hurler fuck Nike, ou bien à la Yeezy Season 4 qui était bien sous la distribution d'Adidas, où les mannequins sont restés immobiles pendant plusieurs heures en plein soleil avec ni eau ni nourriture pour les invités. Et on le sait, Kanye, c'est un homme de la controverse, il le fait naturellement, mais il en joue aussi pour vendre. Alors est-ce que Adidas était d'accord avec tout ça? Moi je pense qu'ils l'ont plutôt subi. On en vient à leur plus gros dilemme qui selon moi est l'image vs l'argent. Quand LVMH a eu du flair et a refusé de prendre Kanye West sous leur aile chez Louis Vuitton, Adidas, eux, ont fait l'autruche. C'est très différent de Nike avec la Air Jordan parce que eux, ils maîtrisaient totalement l'image de Michael Jordan. Michael Jordan lui-même disait qu'il n'était pas tant impliqué que ça dans la création de la Air Jordan. It's the shoe that the NBA wouldn't let you wear. Now, why wouldn't they let you wear it? Just because it's ugly, I guess, for starters. Hey, I agree with you. They are ugly. La Air Jordan, c'est avant tout la chaussure de Nike. Elle a même dépassé Michael Jordan. C'est-à-dire que des gens qui ne s'intéressaient même pas au basket avaient acheté la Air Jordan, comme moi par exemple. Voilà, toute rose. J'étais très fière de cette paire.
Et pourtant, j'ai rien à voir avec le basket, c'est à peine si je connaissais Michael Jordan. Le message derrière la Jordan 1, qui était un message de rebelle, collait bien avec l'image de marque de Nike, c'est-à-dire une marque qui prône le dépassement de soi, qui veut casser les codes, et c'est ce qu'on retrouve toujours dans les pubs de Nike aujourd'hui. Regardez le gros coup qu'ils ont fait avec Colin Kaepernick, qui dénonçait le comportement de la NFL face au mouvement Black Lives Matter, et en prenant Colin Kaepernick comme porte-étendard pour l'une de leurs pubs, Nike renforçait leur image de marque, que ça plaise ou non. Adidas, eux, ils se sont laissés porter par Kanye. Est-ce qu'on peut le leur reprocher? Qu'est-ce que vous auriez fait vous si, grâce à Kanye West, votre marque vendrait 40 000 paires de chaussures par minute? Ou si symboliquement ça vous permettait de rattraper l'erreur à 20 millions de dollars que vous aviez fait 30 ans plus tôt. You ain't never felt about a shoe since the Jordans the way people feel about the Yeezys. I put that feeling. I got a lot of bands, I got a lot of Hermes on me. Le dilemme image vs argent a pris une ampleur encore plus importante avec les déclarations et la polémique autour de Kanye West. Est-ce qu'ils allaient se séparer de leur vache à lait? La réponse était oui. Ils se sont donc retrouvés avec un stock colossal de Yeezy sur les bras qu'ils ne pouvaient pas vendre parce que Kanye West détient le nom Yeezy. Mais pour ajouter tout ça, faut bien enfoncer le clou, la collaboration qu'ils ont fait avec Beyoncé Ivy Park, les ventes c'était pas ça non plus en 2023, donc ils ont annoncé aussi que Adidas et Beyoncé c'était fini. Ça leur a fait perdre beaucoup d'argent, ils ont eu 200 millions de dollars de manque à gagner, ils ont fait des prévisions à 250 millions de dollars de ventes, finalement ils ont fait que 40 millions de dollars. Là où ils auraient pu faire attention, c'est que ils ont attendu de Beyoncé qu'elle soit aussi prolifique, aussi vendeuse que Kanye West. Or ce n'est pas le cas. Beyoncé, elle n'a que très peu de crédibilité dans la mode. J'adore Beyoncé, c'est une performeuse incroyable, mais dans la mode, voilà. Ne m'en voulez pas, mais c'est pas la personne à qui on pense tout de suite quand on parle de mode. Alors certes, elle a gagné un CFDA, qui est un award qui récompense la personne la plus impactante en termes de mode de l'année. Donc c'était en 2016, mais je pense que c'était parce que elle avait fait son album Formation et que dedans il y avait des clips quand même assez visuellement intéressants en termes de mode. Elle avait embauché plein de stylistes, donc c'était assez logique. Mais par exemple, le New York Times y titre Beyoncé est une reine du rock, donc de la musique, mais ce n'est pas une reine de la mode. Quand j'ai dit à l'une d'entre vous sur Instagram que ma prochaine vidéo allait sûrement parler de Beyoncé, elle m'a dit « N'oublie pas de dire que Beyoncé n'a aucun style ». Je lui ai dit « T'es dur ». Elle m'a dit « On peut pas tout avoir ». Donc quand Adidas, ils attendent de Beyoncé qu'elle fasse aussi bien que Kanye West, ce n'est pas possible. Alors certains diront que l'échec d'Ivy Park, c'est parce que Beyoncé ne s'est pas donné à fond dans la promotion. Regardez Rihanna, elle utilise Fenty Beauty pendant le Super Bowl, ça a fait augmenter ses ventes. Elle se maquille avec Fenty Beauty, elle vit Fenty Beauty, elle mange Fenty Beauty, alors que Beyoncé, on la voit jamais habillée en Ivy Park. C'est pas faux. Mais je pense que le problème ne vient pas que de Beyoncé. Adidas a son énorme part de responsabilité dans cet échec pour deux raisons. Mais déjà, il faut comprendre comment Ivy Park a été créé. À la base, Ivy Park, c'est l'idée de deux personnes, Philip Green et Beyoncé. Philip Green, c'est le PDG de Topshop et Beyoncé, elle a sa marque de management artistique qui s'appelle Parkwood. Les deux entreprises ont décidé de s'unir, ce qu'on appelle une joint venture, pour créer un projet commun et ça va donner en fait la marque Ivy Park qui va être vendue dans les Topshop. Au début, ça va être un raz-de-marée parce que c'est Beyoncé qu'elle sort sa marque. Tout le monde va se ruer dans les Topshop, y compris à Londres, mais beaucoup moins aux États-Unis, où la marque Topshop est beaucoup moins implantée aussi, il faut dire. Mais en fait, le problème de cette collaboration, c'est que ni Beyoncé ni Topshop ne sont connus pour le sport, le sportswear, l'athleisure, appelez ça comme vous voulez, ce n'est pas leur spécialité. Ce qui fait que les consommateurs ne vont pas très bien comprendre où Beyoncé veut en venir. Elle a beau dire que elle faisait de la danse dans ce parc qui s'appelle Parkwood avec son père, blablabla, mais ça ne vend pas. Cette collaboration avec Topshop va s'arrêter net à cause d'un scandale qui entoure Philip Green. Sir Philip Green has been named in relation to allegations of sexual harassment and racist behavior. You need to leave. Beyoncé, elle va être à la recherche d'une marque avec qui collaborer. Elle va contacter Nike, elle va contacter Reebok et finalement son choix se tournera vers Adidas. Adidas, c'était une très bonne idée. Eux, ils sont champions dans l'athleisure, donc c'est-à-dire le vêtement de sportswear un petit peu pour la vie de tous les jours, quoi, pas forcément pour aller faire du sport. Ils ont une expertise dans ce domaine-là que Beyoncé n'a pas, sauf que le problème numéro 1 où Adidas
a vraiment pas fait son taf pour Ivy Park, c'est qu'ils n'ont apporté aucune expertise à la collection. Ils se sont complètement reposés sur Beyoncé. On n'aura aucune valeur ajoutée aux vêtements, ils auraient pu faire des vêtements respirants, ils auraient pu proposer une innovation, essayer de se différencier de tout ce qu'on peut voir en termes de leggings, en termes de sweats, etc. Ils auraient pu proposer des nouvelles matières, mais ils ne l'ont pas fait. C'est comme si Rihanna était venue avec sa marque Fenty Beauty en disant « Écoutez, voilà, je vous mets ma marque de maquillage et c'est tout ». Sauf qu'elle est arrivée avec un message clair qui était d'avoir de la diversité en termes de teintes dans les fonds de teint. Plein de marques l'avaient déjà fait avant, mais c'était pas grave parce que Rihanna était une caisse de résonance énorme. Et ça aurait pu être pareil pour Beyoncé, ils auraient pu apporter quelque chose en plus à la collection. Et ça, c'était du côté d'Adidas parce que eux sont experts dans ce domaine-là et ils auraient pu apporter cette vision. Et enfin, le problème numéro 2 qui fait que Ivy Park, ça a été une catastrophe, surtout 2022-2023, c'est tout simplement Kanye West. Quand Adidas s'est séparé de Kanye West, ils ont attendu que la marque de Beyoncé reprenne un petit peu le relais en termes de chiffre d'affaires pour essayer de gagner de l'argent dessus. Ce qu'ils ont fait, la bonne idée qu'ils ont eue, c'était d'augmenter les prix de Ivy Park. Et encore pire, là où il y a eu un désaccord entre Adidas et Beyoncé, c'est que Adidas voulait absolument que les vêtements de Beyoncé soient ce qu'on appelle on-brand. Ça veut dire qu'il y ait les 3 bandes et qu'on détermine précisément que c'était du Adidas, ce qu'ils n'avaient pas fait avec Kanye West, et donc peut-être qu'ils le regrettaient. Donc cette fois-ci, ils ont dû se dire, on veut que les gens voient vraiment que c'est une marque Adidas et que par la suite, il y a aussi la valeur ajoutée Beyoncé. Mais en augmentant les prix, ça n'avait plus aucune cohérence parce que pourquoi un client irait acheter du Ivy Park qui ressemble beaucoup à la collection principale d'Adidas? Par la suite, ils ont essayé de lâcher un petit peu plus de lest et de donner la direction artistique vraiment à Beyoncé, sauf qu'elle nous a sorti une collection cowboy immétable dans la vraie vie. Donc vraiment, on est passé du sportswear à du on sait pas trop ce que ça représente. Et donc avec toutes les raisons que j'ai évoquées, évidemment, Ivy Park a complètement chuté en termes de vente. Ce qui les a poussés à interrompre la collaboration avec Beyoncé d'un commun accord. Yeezy, Gucci, Balenciaga, Bad Bunny et même Lena Situation. Adidas, c'est vraiment les rois de la collaboration. Je n'arrive même pas à me souvenir la dernière fois où Adidas ont brillé réellement par eux-mêmes, par leur tendance, par leur innovation. Après, peut-être que je ne suis pas dans le monde du sport et qu'il y a des innovations de ce côté-là. Mais en tout cas, du côté de Adidas Originals, qui est là, le côté lifestyle d'Adidas, on a vu que des collabs. Mais avec toutes ces collabs, il n'y a plus d'effet de surprise. Il n'y a plus d'engouement. La hype prend pendant quelques jours, quelques mois peut-être. Et après, ça retombe comme un soufflet. Est-ce que vous saviez qu'ils avaient collaboré avec Bad Bunny, par exemple? Ils ont collaboré avec Balenciaga. Balenciaga s'est retrouvé dans la sauce. Adidas, Balenciaga, fini. Enfin bref, en fait, la collab, c'est assez risqué. Ça peut être très bien, comme ça peut complètement plomber le chiffre d'affaires d'une marque. Mis à part Yeezy, aucune de ces collabs n'est devenue légendaire. Et même maintenant qu'il y a un regain d'attention pour la Adidas Samba, ils ont fait une collab avec Grace Welsboner et avec Pharrell. Donc ils capitalisent à fond vraiment sur les collabs. Mais quelle est la différence entre toutes ces collabs et la collection principale d'Adidas? Encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas réellement de valeur ajoutée, il n'y a pas réellement de désirabilité. Ce qui est très différent encore une fois de Nike où leur collab, vraiment à chaque fois, ça se revend à prix d'or en resale. Et ça, c'est vraiment l'indicateur quand tu veux savoir si une collab ou si une paire, tout simplement, compte dans le monde du streetwear. À combien elle se revend. Adidas X Gucci, ça se revend pas très cher, alors que Nike X Dior, regardez le prix. En fait, Adidas, ils me font penser à la marque de prêt-à-porter française Jennifer. Pour ceux qui connaissent pas Jennifer, c'est une marque française qui était très populaire dans les années 2000 et par la suite dans les années 2010 elle est devenue un petit peu ringard. Du coup ce qu'ils ont fait c'est que ils ont complètement refaçonné leur image de marque avec l'agence de publicité Buzzman qui sont très forts dans la pub. C'est d'ailleurs eux qui ont fait cette pub pour Uber. Avoir une nouvelle image de marque ça ne suffisait pas pour faire remonter les ventes et ils ont eu une idée avec l'influenceuse Lena Situation. Elle leur a suggéré de faire des collaborations avec des influenceurs pour toucher le plus de jeunes possible qui est la cible principale de Jennifer, c'est les 12, 18 ans. Ils vont proposer de faire une première collab avec Lena, ensuite une deuxième, une troisième, ils vont élargir à plein d'autres influenceurs et ce qui fait que chez Jennifer, il y a eu collab sur collab sur collab, ça s'arrêtait plus. Ils ont également beaucoup misé sur les licences. Les licences, ça va être les t-shirts faits avec Disney, Star Wars, donc qui appartient à Disney, la NBA, la NFL. Et en fait, quand tu fais une licence, tu payes des royalties. Tu veux faire un t-shirt Mickey, tu payes des royalties à Disney. Si tu fais une collab, tu payes des royalties. Donc si ça marche,
c'est tout bénef pour les deux parties, mais si ça ne marche pas, ça fait perdre énormément d'argent à la marque. Donc plus il y a de collabs, moins il y a d'engouement des clients, plus ça fait perdre d'argent, et c'est comme ça que la marque Jennifer, je suppose qu'il y a d'autres problèmes aussi dans l'entreprise, est actuellement en redressement judiciaire. Finalement, pour revenir à Adidas, des mois après leur séparation avec Ye, ils vont décider de écouler le stock de Yeezy qu'il leur reste. Kanye touchera 15% des ventes et le reste ira à des ONG. Quant à Ivy Park, ils vont lancer un dernier drop, ou l'un des derniers, je ne sais pas, avec Beyoncé. Elle a fait le teasing pendant l'un de ses concerts, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, Adidas, ils ont vraiment la flemme. Il n'y avait aucun effort de communication de fait. C'était vraiment, écoutez, on écoule notre dernier drop et Beyoncé, laisse-nous tranquille. Dans l'avenir, je vois bien Adidas essayer de redynamiser ses collections principales, essayer de s'éloigner au plus des collabs pour le moment, à part si vraiment ça en vaut le coup, et de surtout bien étudier les gens avec qui ils font des collabs, à l'instar d'LVMH, qui ont eu le nez et qui ont vu que Kanye West, ça allait pas être possible. Adidas, selon moi, il devrait vraiment se pencher sur l'innovation ou sur une pièce qui va rester en tendance pendant des mois et des mois dans la mode. Surtout que les grands succès d'Adidas, on les avait avec la Stan Smith, on les avait avec les superstars, c'était à la base des innovations qu'on n'avait jamais vues ailleurs, et c'est comme ça qu'ils ont dominé le monde de la sneakers. Récemment, ils ont fait une collaboration avec la designeuse Grace Wales Bonner, qui est une designeuse anglo-jamaïcaine, qui était pressentie pour reprendre la direction artistique de Louis Vuitton Homme suite à la mort de Virgil Abloh. Finalement, ça a été Pharrell, mais ça veut dire que c'est quelqu'un d'assez en vogue dans la mode et qui a une esthétique très intéressante. D'ailleurs, la collection qu'elle a fait avec Adidas, je la trouve est cool, mais pour moi, le problème, c'est toujours le même problème. Il y a juste des changements de couleurs. C'est joli, mais voilà, ça casse pas trois pattes un canard. Moi, je les vois bien embaucher vraiment quelqu'un qui va tout secouer de fond en comble et qui va essayer de leur faire une pièce qui va vraiment sortir de l'ordinaire. J'espère pour eux en tout cas. Et essayer de reprendre le contrôle sur leur collection, ça va leur permettre d'éviter qu'on dise qu'ils n'ont aucune imagination, comme lorsqu'ils avaient repris les designs de la Yeezy Slides. Donc on voit que vraiment en termes d'innovation, en termes d'essayer de penser des collections Adidas, ils sont clairement en dessous en ce moment. Et j'espère que ça va changer pour eux parce que c'est une marque que j'aime bien aussi. J'ai des paires d'Adidas que je trouve cool. Moi je trouve que les Samba elles sont cool. Je trouve aussi que les Gazelles elles sont belles. Elle est pas trop belle cette paire. Le bleu, là, j'aime beaucoup. Mais regardez cette paire. Est-ce qu'on dirait pas toutes les paires qu'ils ont fait en collaboration avec Grace Wales Bonner, alors que pas du tout. Je l'ai acheté clairement sur Vinted et c'est une vieille paire. Une très très vieille paire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, Adidas aurait pu prédire que Kanye West allait partir complètement en cacahuète? Et moi je vous retrouve plus tard pour toujours plus de mode et de pop culture. Et merci pour les 5000 abonnés, j'étais trop contente quand j'ai vu ça. Merci pour tous vos commentaires. 1 heure que je parle. Si vous êtes à la fin de cette vidéo, merci beaucoup, vous êtes des vrais.